tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition des matinales de l'Ordre national des infirmiers. On est réunis aujourd'hui mardi 26 octobre, le mois d'octobre étant traditionnellement consacré à Octobre Rose, donc une grande opération de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, une opération aussi de collecte de fonds pour la recherche. On sait que les infirmiers sont de plus en plus impliqués dans la lutte contre le cancer du sein à tous les niveaux, dépistage, prise en charge des patients et puis aussi dans l'après-traitement, dans l'accompagnement post-traitement. On va évoquer tous ces sujets, bien sûr, aujourd'hui. On va évoquer la coordination entre professionnels de santé, donc le rôle des infirmiers dans cette coordination, et puis les innovations en termes de traitement, en termes de programmes pour accompagner du mieux possible les patients atteints du cancer. Je passe tout de suite la parole à Patrick Chamboredon, le président de l'Ordre national des infirmiers. Bonjour Adrien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Effectivement, l'infirmier au cœur de la prise en charge globale des patients atteints d'un cancer du sein. Aujourd'hui, une matinale un peu particulière puisque vous voyez, on est répartis un peu ici à Paris. Nous sommes deux et puis en virtuel pour beaucoup d'entre nous. C'est un retour à la vraie vie, à la vie normale et ça fait vraiment du bien d'arriver sur ce mixte-là. Alors aujourd'hui, bien entendu, le cancer du sein, alors on va essayer un peu de planter le décor, même s'il est encore un peu triste parce que c'est quand même le cancer le plus fréquent des cancers féminins. C'est la première cause de mortalité chez les femmes et carrément 8 femmes sur 10 peuvent être touchées par ce cancer au cours de leur vie. Donc c'est quand même quelque chose de considérable sur lequel il faut absolument qu'on ait une action forte de dépistage, d'information et de formation. Donc on a eu, pendant la crise Covid, ça a été relevé par les différentes enquêtes qui ont été menées par l'Ordre national, du retard dans les dépistages, de l'abandon de soins, du retard de prise en charge. Et ça, quand on sait que 9 cancers sur 10 peuvent être guéris quand ils sont pris à un stade précoce, on voit qu'il y a un vrai retard à combler assez rapidement pour pouvoir permettre de bonnes guérisons et des meilleurs taux de guérison et de prise en charge. Donc la prévention, Adrien, tu l'as rappelé, il y a une question à la fois de collecte de fonds pour Octobre Rose, mais aussi une dynamique de prévention, d'information, de parler à tous les professionnels et aux femmes en particulier, de façon à ce qu'elles suivent le cours des mammographies tous les 2 ans, dès un certain âge de 50 ans, et puis qu'il y ait une palpation annuelle et dès l'âge de 25 ans. Et tout ça, une femme peut le faire elle-même, notamment prendre des rendez-vous, mais également se lancer dans l'autopalpation. Les infirmières, bien entendu, 85% de la profession sont très concernées. Tout d'abord en tant que professionnel de santé, bien entendu, et nous verrons que la progression des traitements vers plus d'ambulatoires renforce notre rôle auprès des patients, que ce soit en ville, mais également à l'hôpital. Et les ponts doivent se faire de façon à ce qu'on ait de plus en plus de guérison et de prise en charge précoce. Mais aussi en tant que femme, parce que le taux de féminisation de la profession, vous venez de l'entendre, donc c'est la première profession de santé en France par le nombre. C'est aussi un soignant de proximité, l'infirmier. C'est un soignant qui est acteur clé de la prévention auprès des patientes et de leur entourage. Et puis, il y a un dernier axe également, c'est que les infirmières sont aussi des mères. Et donc, il y a aussi quelque chose de ce rôle-là auprès de ces enfants. Donc là, l'Ordre national, vous le savez, c'est pas la première matinale qu'on fait sur ce thème-là, d'Octobre Rose. C'est quelque chose qui nous parle beaucoup parce que quand même, il faut rappeler que la prévention est dans le rôle propre des infirmiers. Et donc, on s'astreint et c'est un vrai plaisir de parler de cette problématique du cancer du sein et d'Octobre Rose au travers de tous les supports de communication. Et aujourd'hui, cette matinale en est une occasion justement de montrer encore une fois que les infirmiers sont en première ligne. Et je remercie tous les participants qui ont bien voulu aujourd'hui se joindre à nous pour cette journée particulière.
Merci Patrick. Et ces intervenants, justement, ils agissent vraiment au cœur de la problématique de la cancérologie de manière générale et du cancer du sein plus particulièrement. Aujourd'hui, pour cette table ronde, on a le plaisir d'accueillir Sophie Beaupère. Sophie Beaupère, vous êtes déléguée générale d'Unicancer. Également présent aujourd'hui Pascal Dielen-Ségère. Vous êtes infirmière à l'Institut Gustave Roussy et également présidente de l'AFIC, donc l'Association française des infirmières de cancérologie. Également présent le docteur Benjamin Véré, vous êtes oncologue également à l'Institut Gustave Roussy. Et puis enfin, Marie-Noëlle Bombert, vous êtes infirmière de coordination en oncologie médicale à l'hôpital Saint-André, qui est rattaché au CHU de Bordeaux. Bienvenue à tous. Je l'ai dit en introduction, on va vraiment aborder les différents volets de la problématique du cancer du sein. Le premier étant assez logiquement le dépistage. Je me tourne vers vous, Pascal Dielen-Ségère. On arrive un petit peu à la fin de ce mois d'octobre rose. Le dépistage est un axe fort finalement de l'Association française des infirmiers de cancérologie. Est-ce que tous les infirmiers, les 750 000 infirmiers que compte notre pays, peuvent être acteurs finalement de cette prévention pour le dépistage du cancer du sein? Je dirais que oui, bien sûr, tous les infirmiers sont concernés, puisque ça fait partie, comme le disait Patrick il y a quelques instants, de notre rôle propre, hein. Après, l'objet de l'AFIC n'est pas la prévention et le dépistage des cancers. Nous n'agissons pas auprès des patients directement, on agit auprès des infirmiers et des infirmières qui sont membres ou qui ne sont pas membres d'ailleurs de notre association. L'idée, c'est de mieux les former, peut-être de mieux les informer pour qu'ils puissent être mieux armés à informer les patientes, hein, à les éduquer entre guillemets sur l'autopalpation aussi, hein. C'est important de savoir ça, il faut savoir passer les messages, hein. C'est un de nos rôles forts, hein, passer les bons messages aux bonnes personnes, hein, pour qu'elles puissent au mieux œuvrer vers les patients. Très bien, merci. Vous voulez peut-être justement, vous avez bien fait de bien préciser votre rôle en matière, enfin, relatif à la prévention du cancer du sein. Vous voulez peut-être nous indiquer aussi quelles sont les autres missions de l'AFIC, l'Association française des infirmiers de cancérologie? Les autres missions sont de fédérer les infirmiers qui exercent auprès des personnes atteintes de cancer, quel que soit leur mode d'exercice, hein. On n'est pas raciste, on prend toutes les infirmiers, tous les infirmiers qui sont intéressés par cette prise en charge qui est vaste, qui est très intéressante, hein. Donc voilà, que ce soit en ville, à l'hôpital, dans le privé ou dans le public, hein, mais aussi dans les IFSI. C'est important que les formateurs soient impliqués aussi. Je pense que le message est passé, quel que soit le mode d'exercice. Tous les infirmiers et les infirmières qui nous regardent, qui nous suivent en live aujourd'hui sont concernés. Vous exercez donc à l'Institut Gustave Roussy et au sein de cet institut, donc, il y a un programme relatif au dépistage du cancer qui a été mis en place en début d'année. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, un petit peu. Après, je ne suis pas directement impliquée dedans, mais c'est un joli programme qui s'appelle Interception. C'est un programme de prévention personnalisée des cancers, en fait, hein. Aujourd'hui, il est centré sur le cancer du sein et le cancer du poumon pour le moment. L'idée, c'est d'identifier au plus tôt les personnes qui sont à risque, donc dépister les risques individuels pour mieux suivre ces personnes à risque et les amener à venir se faire traiter le plus rapidement possible, puisqu'on sait que plus on prend tôt en charge un cancer, et mieux on arrivera à agir dessus, hein. Donc voilà, l'idée, c'est d'intercepter le cancer au plus tôt. Vous pouvez retrouver ça sur la page de Gustave aussi, bien sûr, sur la page internet. Voilà, mais le deuxième objectif, c'est aussi d'essayer de développer des nouveaux modes de dépistage et de prévention pour pouvoir les offrir à la population. D'accord, très bien. Et donc, d'où ce nom Interception pour essayer d'arriver le plus en amont possible et détecter le cancer, la maladie le plus rapidement possible. Docteur Benjamin Véré, c'est l'un des objectifs aujourd'hui de la stratégie de prévention relative au cancer du sein. Est-ce que on arrive aujourd'hui à le détecter de manière plus précoce? Alors, oui, en tout cas, c'est le principe du dépistage, organisé. Alors dès qu'on parle de dépistage, ça fait souvent, couler beaucoup d'encre et c'est un peu comme la vaccinologie, hein. Souvent ça ouvre le débat.
Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la littérature est suffisamment riche pour nous dire: «Oui, le dépistage systématique organisé du cancer du sein diminue le risque de mortalité par cancer du sein». Ça, c'est quelque chose d'assez solide et ça s'est vérifié pas qu'en France, mais partout dans le monde. Partout dans le monde, on a pu diminuer la mortalité par cancer du sein grâce au dépistage, parce qu'on diagnostique plus tôt, les tumeurs, qu'on les traite plus facilement et qu'on a un taux de guérison, plus important. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut avoir en tête effectivement, sans pour autant cacher des limites de dépistage qui vont être effectivement des problématiques parfois de surdiagnostic qui sont encore mal comprises, hein. Ça veut dire diagnostiquer des tumeurs qui auraient peut-être été indolentes, ou alors des examens trop rapprochés chez des dames qu'on n'ont pas forcément besoin. Et effectivement aussi le problème du sous-diagnostic, parce que même chez des patientes qui font leur enfin des femmes plutôt, parce qu'elles ne sont pas encore malades, qui font leur mammographie tous les 2 ans, on peut être amené à identifier entre 2 mammographies, des tumeurs très évoluées, et ce qu'on appelle des cancers d'intervalle, ce qui sont aussi quelque chose qu'il faut qu'on évite le plus possible. D'accord. Donc là, vous parlez effectivement de ce rapport entre un dépistage global, généralisé, et aussi la possibilité d'avancer vers un dépistage davantage personnalisé. C'est un petit peu la tendance de ces dernières années. On se dirige de plus en plus vers ce type d'approche en complément peut-être du dépistage généralisé? Tout à fait, c'est au même titre que la qu'on personnalise la médecine, l'oncologie et la médecine de façon générale, le dépistage est amené à être personnalisé. On a en ce sens un essai clinique, qui avait été, enfin qui est mené par Suzette Delaloge à Gustave Roussy, mais qui, repose sur des fonds européens, qui est un essai international qui prévoit d'inclure, plus de 80 000 femmes, partout en Europe et qui pose justement la question de ce dépistage personnalisé. Ça veut dire il y a une évaluation individuelle du risque qui prend en compte tout un tas de facteurs, les facteurs de risque classiques, d'autres facteurs de risque un peu moins classiques comme la densité mammaire, le risque familial, et qui va évaluer chez des patientes à bas risque, bah, est-ce qu'on ne peut pas espacer au contraire les mammographies tous les 4 ans, et chez des patientes à haut risque, est-ce qu'il ne faut pas au contraire les rapprocher, voire même avoir d'autres modalités de surveillance avec par exemple des IRM. Et c'est voilà, pour le coup, toute femme à partir de 40 ans peut participer à l'étude, c'est ouvert en France et il y a un vrai intérêt parce que ça permet de répondre à 2 questions. Est-ce que je peux escalader le dépistage, chez les hauts risques et est-ce que je peux désescalader chez les bas risques? Ce qui est assez novateur. D'accord, et ce qui fait écho à ce que vous évoquiez, au début, c'est-à-dire, essayer de lutter contre le sous-diagnostic, Mmh, d'une part et le surdiagnostic, d'autre part. tout à fait. Très bien. Peut-être que vous pouvez nous donner le nom de ce programme étant donné Alors qu'en oui, plus, pardon, justement il c'est l'essai MyPeps, ouais, MYPEPS, et il y a un site internet, sur Google, on trouve tout de suite, comment et puis après il y a toute une liste de centres de radiologie qui sont déclarés pour participer à l'étude. voilà, très bien, merci beaucoup. Donc on a débuté effectivement cette matinale, en invitant aussi ceux qui nous suivent à se documenter à la fois sur le site de Gustave Roussy et là donc désormais, sur le programme MyPeps, donc ouvert à toutes, les femmes qui souhaiteraient effectivement, participer à cette grande étude, internationale. C'est donc une approche innovante, hein, le programme que vous nous présentez en matière de dépistage du cancer du sein, des approches innovantes, des innovations. Il y en a beaucoup en la matière. Sophie Beaupère, Unicancer, qui regroupe une vingtaine d'établissements de santé qui prennent en charge des patients atteints du cancer, est aussi un acteur reconnu en matière de recherche. C'est également, on l'a rappelé, l'un des objets du mois Octobre Rose. Et à ce titre, des annonces récentes ont été faites par le gouvernement. En quoi le soutien à la recherche est-il indispensable pour gagner du terrain sur le cancer? Oui, bonjour à tous. Effectivement, je voulais préciser que MyPeps, effectivement, c'est piloté par Suzette Delaloge et coordonné par Unicancer. Il y a 45 000 femmes, hein, aujourd'hui qui sont, intégrées dans ce programme. C'est assez remarquable. Effectivement, les évolutions, scientifiques et médicales, sont majeures en matière, de cancérologie. On peut citer, l'immunothérapie, mais il est évident que la génomique a permis, d'accroître, la médecine de précision et à la fois finalement de rendre les diagnostics plus précis, mais aussi tout au long de la prise en charge, on arrive à s'adapter davantage, et avoir une médecine de plus en plus personnalisée. Mais ces bouleversements, scientifiques et technologiques, ils doivent être, si vous voulez, accompagnés et soutenus,
par les pouvoirs publics et il faut créer un environnement favorable pour pouvoir soutenir la recherche et l'innovation en France. Alors c'est vrai que la crise Covid a montré les limites de cet environnement. On n'a pas été capable de produire un vaccin par un laboratoire français et ça a révélé, si vous voulez, les limites du soutien qu'on peut apporter à la recherche et l'innovation, alors même qu'on a des experts extrêmement reconnus au niveau international. Et donc, c'est vrai qu'en tant qu'acteur de la recherche, puisqu'on est Unicancer avec les centres, le premier promoteur académique d'essais en oncologie au niveau européen, on a été assez moteur pour faire des propositions, notamment dans le cadre du CSIS, le Conseil stratégique des industries de santé, qui a rendu ses conclusions au président de la République en juin dernier, pour alerter sur le fait qu'il fallait donner un environnement favorable à la recherche clinique. Parce qu'aujourd'hui, les délais, on est en fin de classement européen, derrière la Belgique et l'Espagne notamment, sur nos délais administratifs pour valider les essais cliniques. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose qu'on a pu souligner, c'est les inégalités d'accès qu'on avait aujourd'hui à tout ce qui est biologie moléculaire, notamment en France, parce qu'il y a une facturation et un système de remboursement qui est complexe. Ça c'est le deuxième point. Et enfin, les autres sujets qui sont très importants, c'est aussi tout ce qui est intelligence artificielle et programmes liés aux data, en fait, puisque les progrès aussi scientifiques d'aujourd'hui et de demain, ils vont être aussi liés à la façon dont on peut mener des programmes ambitieux, notamment s'appuyant sur l'exploitation des données en toute sécurité, en respectant bien sûr la confidentialité et l'accord des patients, mais des programmes qui aussi ont une dimension européenne. Voilà, si vous voulez, à grands traits, pourquoi il faut soutenir la recherche. Alors, il y a pas mal d'avancées très positives suite au CSIS et aux annonces qui ont été faites par le président de la République qui a mis comme objectif que la France redevienne le leader de l'innovation de la recherche en santé dans les 10 ans qui viennent. Maintenant, comme toujours dans ce genre de circonstances, il faut être vigilant sur les actions concrètes, surtout dans le calendrier actuel avec le calendrier des élections présidentielles, bien sûr, qui vont être réalisées. Eh bien, et vous évoquez en troisième point la data, l'accès aux données, ce qui fait forcément aussi écho au programme MyPeps. Et vous avez bien fait de préciser qu'Unicancer était partie prenante, voire plus que partie prenante de ce programme. Du coup, je me permets effectivement un petit retour sur cette thématique de la prévention et du dépistage personnalisé. C'est aussi une thématique que Unicancer suit avec attention. Oui, tout à fait. Il y a eu déjà effectivement, il y a plusieurs programmes qu'on vient d'évoquer qui sont soutenus par Unicancer. Et puis il y a eu aussi la diffusion de la stratégie nationale de cancérologie par l'INCa cette année, dont un des axes majeurs, et c'est heureux, concerne le dépistage personnalisé et puis la prévention. Prévention à tous les stades, prévention primaire, mais aussi prévention des séquelles. Alors, c'est vrai que cela va permettre notamment d'amplifier finalement toutes les actions qui étaient menées jusqu'à présent par les équipes, avec des initiatives qui sont souvent, que je salue d'ailleurs, parce que les professionnels se mobilisent, pas toujours avec des financements publics très aboutis, très clairs, et au moins la stratégie décennale va permettre de diffuser ces bonnes pratiques, et j'espère de pouvoir développer encore davantage des actions en matière à la fois de prévention, recherche en prévention notamment, et puis de dépistage personnalisé. Oui. D'accord, merci beaucoup. Toujours pour revenir sur les points que vous avez observés chez Unicancer, donc vous évoquiez l'accès
aux molécules et les inégalités finalement d'accès à ces molécules. On y reviendra un petit peu plus tard si vous le voulez bien. En revanche, je veux bien qu'on s'attarde quelque temps sur le premier point, donc les essais cliniques. Vous évoquez le fait que en France, on avait des délais de validation administratifs finalement assez longs. Est-ce que c'est spécifique aux essais cliniques relatifs au cancer ou est-ce que c'est plus global comme remarque? Alors, en fait, ça touche à l'organisation, administrative, de validation, si vous voulez, des essais en matière de recherche clinique. Il y a les comités, de protection des personnes, les CPP, qui sont évidemment très importants, mais qui, souvent, pâtissent, d'un manque de spécialisation. Or, évidemment, la cancéro, c'est très pointu et cela explique, en fait, les délais, à la fois ces problèmes, si vous voulez, de spécialisation, finalement, de manque de formation, de manque de moyens humains aussi, tout simplement, qui explique, les délais. Alors, actuellement, c'est en cours vraiment d'évolution puisqu'il va y avoir une spécialisation, des CPP, et on va pouvoir finalement avoir autour de la table, si vous voulez, des personnes qui peuvent, parce que finalement ils ont les connaissances, rendre des décisions, de manière rapide. Ce n'était pas, évidemment une question de mauvaise volonté comme souvent, mais d'abord une question de moyens, humains, qu'on met en face pour pouvoir, finalement, parce qu'on est aussi dans une compétition internationale en matière de recherche clinique, très clairement, et alors même qu'on a l'expertise, on n'arrivait plus finalement à être compétitif, pour ces raisons-là. Sophie, tu ne D'accord, crois pas qu'on peut peut-être rappeler aussi que les infirmiers et les infirmières françaises peuvent être membres de ces CPP? Tout à fait. Voilà, ils peuvent se mobiliser Tu as aussi bien pour, raison, oui, parce que bah, oui, mmh, on a il besoin faut on a besoin de leurs compétences et c'est du volontariat. il faut Heu, trouver des bonnes volontés, voilà, ouais. et oui, exactement, et en plus, c'est très intéressant d'un point de vue, Ah oui. professionnel et intellectuel, oui. Mmh. Un, Bonne un- un nou- remarque, Pascal. un nouveau message lancé aux nombreux infirmiers et infirmières qui nous suivent en complément de tout le volet prévention dépistage. On parle donc actuellement là, des innovations, des nombreuses innovations en matière d'oncologie et plus particulièrement peut-être de cancer du sein. Docteur Benjamin Véret, il y a notamment tout ce qui est relatif au néo-adjuvant. Il y a également les anticorps conjugués. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en vulgarisant le mieux possible, si possible, en quoi cela consiste, hein, ces innovations en santé, et surtout en quoi elles constituent de véritables virages thérapeutiques. Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, si on devait, c'est très dur, hein, comme exercice, mais si on devait résumer les 5 C'est dernières compliqué, années je vous l'accorde. d'innovation dans le cancer du sein à 2 points précis, je préciserais 2 choses effectivement. C'est la validation qu'une stratégie néoadjuvante, c'est-à-dire faire une chimiothérapie première, puis une chirurgie dans certains cancers du sein localisés, le triple négatif et l'HER2 amplifié, est devenu un standard international, qui est du coup, ça change un peu aussi nos prises en charge, et effectivement l'apparition des anticorps conjugués. Alors pourquoi le néoadjuvant, prend de l'essor? En fait, il faut savoir que sur ces 2 types de cancers du sein, le triple négatif et l'HER2 amplifié, qui sont des cancers du sein assez agressifs, qui grossissent vite, lorsqu'on commence par une chimiothérapie, selon les molécules qu'on utilise, dans la moitié des cas, on va pouvoir faire disparaître totalement les cellules cancéreuses lorsqu'on opère. Il y a une réponse histologique complète. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire on sait que dans ces cas-là, le risque de rechute, que ce soit de métastase ou de rechute locale, est très très faible. À l'inverse, quand on n'a pas obtenu cette réponse histologique complète, le risque de rechute est plus important. Donc il y a eu tout un tas d'essais cliniques qui se sont dit, bah, chez ces patientes qui ne sont pas en réponse histologique complète, comment je peux faire pour augmenter augmenter le taux de guérison, diminuer le risque de rechute. Et donc il y a eu des essais internationaux, des grandes phases 3 randomisées, qui ont placé certaines chimiothérapies dans le triple négatif, le Xeloda par exemple, ou plus récemment les inhibiteurs de PARP, lorsqu'on a certaines mutations de prédisposition au cancer du sein, et qui diminuent dans un contexte post-néoadjuvant, ça veut dire après une chimiothérapie néoadjuvante, qui diminue très fortement le risque de rechute. C'est devenu un nouveau standard. Et exactement même logique dans l'HER2 amplifié où, il y a un essai qui a positionné le TDM1 ou Kadcyla, qui est une espèce de trastuzumab amélioré si vous voulez, un des tout premiers anticorps conjugués, et qui diminue fortement le risque de rechute lorsqu'on n'a pas atteint une réponse histologique complète après une chimiothérapie première. Donc vous voyez que finalement, si toute notre stratégie de traitement complémentaire repose sur la
réponse à la question est-ce que la patiente a répondu complètement ou pas à la chimiothérapie première, ça positionne la chimiothérapie première comme standard. Donc ça, c'est vraiment sur ces 5 dernières années quelque chose qui a été bien validé. L'autre point qui est en train de révolutionner la prise en charge effectivement des cancers du sein aussi, toujours HER2 amplifié et triple négatif, mais pas que, c'est les anticorps conjugués. Il faut savoir que c'est des technologies un peu anciennes, mais depuis très récemment, ça a été vraiment mis au point où on utilise un anticorps qui va cibler une cible. Ça peut être HER2, ça peut être d'autres cibles, TROP2 parfois aussi, sur lequel on a fixé des molécules de chimiothérapie. Et cette technologie permet d'augmenter de près de 8-10 fois la concentration de chimiothérapie au sein de la cellule cancéreuse. Donc ça permet d'être excessivement plus efficace. Alors ça, c'est la théorie, mais en pratique, ça se vérifie. Ça veut dire dans des cancers qui étaient étiquetés très réfractaires, qu'on ne savait pas traiter, on a eu des résultats révolutionnaires ces dernières années avec des médicaments qui ont maintenant des autorisations de mise sur le marché qu'on utilise au quotidien, comme le trastuzumab deruxtecan pour la HER2 amplifié ou le sacituzumab govitecan qui a fait couler beaucoup d'encre récemment, puisqu'il y a eu des petites difficultés d'accès à cette molécule, malgré l'autorisation précoce d'utilisation de ce traitement, et qui également va arriver très, très prochainement. Donc voilà, si je devais résumer, ce seraient les deux avancées majeures. Il n'y a pas que ça, mais ces traitements changent clairement, révolutionnent le paysage thérapeutique des cancers du sein. D'accord, et donc que ce soit pour les néoadjuvants ou pour les anticorps conjugués, on est à la fois sur des traitements qui ont déjà obtenu des autorisations de mise sur le marché et également des essais cliniques en cours pour essayer d'être toujours plus performants sur ces axes-là. Tout se fait en parallèle, étant donné que, alors, ces traitements étant très efficaces à des stades métastatiques, la question qui se pose, est-ce que ce n'est pas encore plus efficace en néoadjuvant? Est-ce que ce n'est pas encore plus efficace pour diminuer le risque de rechute, donc encadrer la période opératoire? Ça, c'est des essais qui sont en cours. On aura les réponses dans les années qui viennent, mais c'est vrai que c'est du coup très enthousiasmant et ça ouvre des perspectives d'énormément d'essais qui sont en cours et encore une fois, plein de nouveautés. Probablement que le paysage thérapeutique dans les 5 prochaines années sera encore tout à fait différent grâce à ces molécules. D'accord, et grâce à la recherche. Est-ce que ces avancées thérapeutiques s'inscrivent dans le registre de traitements plus personnalisés, au même titre qu'on parlait de dépistage personnalisé et des enquêtes sont en cours, des expériences sont en cours. En termes de traitement, on se dirige aussi vers ce type de dynamique? Ça peut, oui, tout à fait. Alors la médecine personnalisée dans le sens, on identifie une mutation particulière qu'on peut cibler par une thérapie ciblée. Il y a eu des résultats, enfin des révolutions même, faut le dire, dans le cancer du poumon, dans certains cancers digestifs, etc. Dans le cancer du sein, pour l'instant, c'est un petit peu à la peine. On a moins trouvé effectivement, enfin alors moins à la peine, mais aussi peut-être parce qu'on était très en avance aussi. Faut pas oublier qu'une des toutes premières thérapies ciblées, c'est l'hormonothérapie, qui existe depuis 30 ans, enfin plus de 30 ans, et ce fameux HER2 aussi, et le trastuzumab reste de la thérapie ciblée aussi. Donc en fait, on le fait aussi depuis des années. Donc on essaye de personnaliser, mais il faut bien savoir que toute la logique d'analyse génomique un peu complexe n'est pas forcément standard dans le cancer du sein. Ça reste plutôt dans le cadre de programmes de recherche ou éventuellement au cas par cas, mais avec, comme disait Madame Beaupère, des méthodes de financement qui sont encore un peu obscures ou bancales, ou en tout cas, c'est du cas par cas. En tout cas, c'est plus dans des contextes de recherche qu'on essaye d'identifier qu'on analyse le génome de la tumeur pour essayer d'identifier des cibles de traitement. D'accord, merci beaucoup, docteur Benjamin Véry, pour toutes ces précisions. Marie-Noëlle Gombert, vous êtes infirmière de coordination en cancérologie et vous rencontrez, dans le cadre de votre exercice professionnel, vous rencontrez fréquemment des patients qui présentent des fragilités sociales diverses. Quelles difficultés cela pose-t-il en termes de prise en charge, peut-être de suivi des traitements, d'observance des traitements, et quelles sont les solutions? Comment accompagner finalement ces patients qui présentent des fragilités sociales? Bonjour déjà. Bonjour. Alors déjà, pour un petit rappel quand même, la fonction de coordination proposée par le plan cancer qui visait à optimiser le parcours de soins de ces patients dits fragiles. Donc ça voulait dire qu'il y ait à la fois des fragilités, qu'elles soient d'ordre physique, avec des cancers déjà diagnostiqués, soit des stades avancés ou qui avaient des comorbidités importantes,
ou des fragilités, comme vous dites, psychosociales ou d'isolement, et ou avec, dans le cadre du CHU par exemple de Bordeaux, des parcours pluri-établissements, toujours dans le but effectivement de les accompagner au mieux et en tout cas d'éviter, puisque c'était aussi un des objectifs du plan cancer, d'éviter les ruptures dans le parcours, hein, c'était surtout ça le plus important, et aussi évidemment en assurant ce lien ville-hôpital qui était aussi une des demandes très, très forte du plan cancer 2, faire ce lien ville-hôpital. Alors concrètement, les patients qui ont des fragilités sociales, il y en a beaucoup, puisqu'on est un CHU, donc effectivement on est amené à en rencontrer pas mal. Concrètement, comment est-ce que l'infirmière l'infirmière de coordination peut agir? Tout d'abord, c'est par, je ne vais pas inventer quelque chose de bien, je ne vais pas vous parler de quelque chose de bien compliqué, mais ça va être par l'approche globale, l'approche holistique de la situation de nos patientes, et notamment par l'évaluation des besoins, notamment de ces besoins physiques, mais aussi au-delà, évidemment, de tous les besoins en évaluant effectivement quelles sont leurs situations sociales, affectives, voir un petit peu qui est-ce qui les soutient, qui est-ce qui les aide pour pouvoir essayer de construire avec elles un parcours qui, on l'espère, puisse être le plus long possible. Et donc aussi de pouvoir faire ce fameux lien ville-hôpital en essayant déjà de déterminer avec elles quels sont les acteurs du monde du soin, mais aussi on verra, notamment par rapport aux primo-arrivants, tous les acteurs du milieu social, aussi du monde du social, voire des associations qui peuvent aussi nous aider dans l'accompagnement de ces personnes qui arrivent en France, qui sont dans des situations soit régulières ou irrégulières, et pour lesquelles il faut déjà commencer à mettre en place des conditions toutes simples, qui sont souvent, par exemple, la couverture sociale, qui est le plus important, qui leur permet d'avoir un accès aux soins. Et ça, on le sait, hein, c'est pas toujours simple et c'est pas toujours rapide. Et ensuite, de pouvoir s'assurer qu'elles aient des conditions d'hébergement, par exemple, qui soient suffisamment correctes pour pouvoir avoir les traitements qui leur seront proposés. Et puis aussi, surtout, ce que je ne veux pas oublier, c'est bien sûr leur donner la possibilité d'avoir accès à des interprètes pour qu'elles puissent déjà comprendre leur situation médicale, ce qui n'est pas toujours simple non plus, parce que suivant leur culture, il y a beaucoup de résonances différentes en lien avec la maladie. Et quelquefois, il faut reprendre un peu les choses et essayer avec les interprètes qui nous aident beaucoup de pouvoir partir sur quelque chose sur lequel on soit en accord avec elle, quoi. Très bien, merci. Et tout ce que vous évoquez, effectivement, fait bien directement référence à l'approche globale qui est un trait particulier, un trait assez caractéristique de la pratique infirmière et de la manière aussi dont les infirmiers sont formés et sont amenés à exercer en début de carrière et à considérer bien sûr les patients. Vous évoquez donc les ruptures de parcours. Ces ruptures de parcours, si on vous écoute, elles sont vraiment spécifiquement liées à des caractéristiques sociales des patients qui vont avoir du coup des effets après sur le suivi du traitement, ou est-ce qu'elles peuvent être également liées à l'organisation des soins en elle-même? Et là, on parle bien aussi du lien ville-hôpital et de la nécessité de le renforcer. Fait. De fait, effectivement, il n'y a pas forcément, ce n'est pas forcément que en lien avec le social. Moi, j'ai tendance à dire que, et le CHU peut être un exemple aussi, quand on est on intervient en pluri-établissement, il est important de pouvoir communiquer. La communication reste pour autant, même si on a des moyens informatiques ou autres, mais la communication reste quand même un des moyens les plus importants parce que les parcours sont compliqués, sont longs, les patientes sont amenées à avoir que ce soit au moment du diagnostic et ensuite au moment du traitement, à rencontrer différents professionnels, que ce soit l'oncologue, que ce soit le radiothérapeute, le chirurgien,
dans un ordre quelquefois différent. Et effectivement, les patientes peuvent s'y perdre largement et ne pas comprendre forcément l'importance d'aller rencontrer tel ou tel professionnel. C'est vrai aussi qu'il y a besoin dans les bilans pré-traitement de faire beaucoup d'examens. Et là aussi, entre le fait de pouvoir comprendre cette importance-là, de pouvoir avoir cette succession d'examens qui n'est quand même pas sans conséquence, avec toute la problématique pour certains de nos patients qui sont dits fragiles, d'en comprendre l'importance d'une part, et puis d'avoir la capacité et la possibilité de s'y rendre. Nos grandes villes, pour ne pas citer Bordeaux, mais entre autres, sont vraiment en grande difficulté au niveau de la circulation, au niveau des transports sanitaires. Et ça, par exemple, ça peut être un frein, parce que tout le monde n'a pas accès à un véhicule, tout le monde n'a pas accès. Voilà. Après, il peut y avoir aussi d'autres difficultés qui sont plus d'ordre psychologique. On est aussi pas mal avec des patientes quelquefois qui, dans leur complexité, peuvent avoir des maladies psychiatriques ou en tout cas assimilées psychiatriques et qui font que ça peut aussi compliquer la chose, compliquer la prise en charge. Et donc, c'est toute l'importance de cette prise en charge globale en essayant de comprendre au mieux quels sont les besoins certes de la personne, mais aussi quelles sont ses attentes aussi par rapport à ce qui lui a été annoncé et comment est-ce qu'elle voit les choses. Et puis après, qui peut la soutenir dans son entourage affectif ou amical, ou qui peut la soutenir dans les professionnels qui peuvent être aussi autour d'elle. Et donc, l'IDEC peut participer à ce maillage autour de la personne malade pour essayer effectivement d'éviter ces ruptures de prise en soin. Mais elles peuvent être de tout un tas d'ordres. Je pense que le fait de plus on communique et plus on fait ce lien autour d'elle, plus déjà la patiente va se sentir aussi reconnue en tant que personne malade qui peut, de par d'autres fragilités, faire que habituellement elle peut être un petit peu plus effacée ou en retrait. Là, l'important aussi, c'est qu'elle puisse se sentir un peu acteur de sa prise en charge aussi, mais en lui donnant des jalons qui font qu'elle puisse aussi s'en saisir et pouvoir avancer aussi et intégrer son parcours de soins qui sont quand même longs, compliqués, jalonnés quelquefois d'effets secondaires évidemment qui ne sont pas forcément simples et qu'il faut pouvoir accompagner au fur et à mesure de ce parcours, quoi. Oui, merci. On reviendra plus particulièrement sur ce point des effets secondaires. En tout cas, on comprend déjà un petit peu mieux, avec plus de précision, le rôle des IDEC, comme vous dites, donc les infirmiers et infirmières de coordination. Et on voit qu'il y a un côté assez couteau suisse. Vous agissez sur de nombreux pans de la prise en charge et même la prise en charge au sens très global du terme pour accompagner au mieux ces patients et faire en sorte que le parcours de soins soit le plus fluide. Vous venez d'évoquer effectivement ces fragilités sociales et les conséquences de ces fragilités sociales sur le traitement. Sophie Beaupère, chez Unicancer, c'est également un point d'attention particulier, ces pertes de soins qui peuvent être engendrées par une situation sociale en particulier? Oui, tout à fait. C'est vrai que ça finalement renvoie à la nécessité, dans le cadre de parcours qui sont de plus en plus complexes, avec des pathologies qui sont de plus en plus chroniques, à travailler énormément la coordination, en fait, ville-hôpital, et d'avoir une coordination entre les professionnels. Alors, c'est vrai que, par exemple, il y a au niveau régional, là, je vais éviter les acronymes, les dispositifs d'appui à la coordination, les DAC, qui ont été mis en place, qui sont censés, je dis censés parce que c'est un peu plus compliqué que ça dans la réalité, concerner aussi la cancérologie, et qui sont des plateformes d'appui, notamment pour préparer la sortie des patients. Mais c'est surtout finalement un travail de maillage important qui est fait entre les centres et puis et notamment par les services sociaux des établissements, avec finalement tous les professionnels de ville, et aussi les aidants. Ça, je pense que c'est très important de le souligner. C'est aujourd'hui le rôle des aidants dans le cadre de parcours qui sont de plus en plus longs et complexes. On s'appuie de plus en plus sur les aidants,
Et finalement, quelque part, on ne s'improvise pas complètement aidant dans le cadre de pathologies aussi complexes. Et le travail, par exemple, que l'on fait, c'est de développer les formations à destination des aidants, notamment des DU de répit aussi, qui permettent de prévoir des moments de répit à la fois pour le patient, mais aussi pour les aidants. Et vous évoquiez aussi tout à l'heure l'accès aux molécules et les inégalités d'accès aux molécules. Alors, comment faire que l'innovation profite à tous? Oui, alors là encore, effectivement, c'était comment dire, une des propositions d'Unicancer, mais pas seulement, de dire qu'il fallait élargir la liste des molécules onéreuses, donc remboursées par la sécurité sociale, on se rendait compte que des molécules qui quand même avaient un service médical rendu, et si on se comparait à d'autres pays, n'étaient plus pas remboursées, et du coup, cela engendrait des inégalités, vu que certains établissements avaient les moyens de les donner à leurs patients et d'autres pas. Alors ça il y a eu un vrai progrès suite au CSIS, puisque ça, c'est prévu dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022. Il y a un élargissement de la liste des molécules onéreuses, et donc ça, c'est évidemment un progrès majeur pour les patients. Très bien, merci beaucoup. On vient d'évoquer un certain nombre de considérations d'innovation en santé et en cancérologie de manière générale. On va désormais se concentrer un petit peu plus spécifiquement au cancer du sein et justement à ses spécificités thérapeutiques. On peut bien sûr souligner que c'est un cancer très féminin et qui comporte des effets indésirables qui touchent les patients dans leur féminité. Docteur Benjamin Véret, qu'est-ce qui différencie finalement le cancer du sein des autres cancers? Le, mmh, Avant tout sa fréquence, enfin ça reste, entre une femme sur 7 et une femme sur 8 qui peut être touchée au cours de sa vie par un cancer du sein. C'est excessivement fréquent. Donc pour la partie diagnostic, et même pour la partie, traitement finalement, c'est un cancer fort heureusement qu'on guérit bien, mais qu'on guérit sous réserve de séquelles. Et ça, c'est aussi de plus en plus montré grâce à des études prospectives de suivi des patientes. Je pense notamment à la cohorte CANTO, encore une fois coordonnée par Unicancer, qui a permis de suivre des dizaines de milliers de patientes pendant des années et identifier quelles sont les toxicités à long terme. Et on se rend compte que même au-delà de 5 ans après le diagnostic, on a des effets indésirables, enfin des séquelles des traitements. Heu et de la même façon, même à des stades plus évolués, par la longueur d'évolution qu'on peut avoir. Ça reste des malades, où la dimension de chronicisation de la maladie cancéreuse prend tout son sens aussi. Et donc de la même façon, la problématique des toxicités de nos traitements se pose au quotidien, même pour des stades, métastatiques. Hem donc finalement, oui, lorsqu'on se compare à d'autres types de tumeurs, c'est la particularité au-delà de la fréquence, c'est aussi les cancers du sein. C'est des choses qu'il faut différencier, tous sont pas équivalents. Ils sont plus ou moins agressifs, on les contrôle plus ou moins bien, et la face enfin la les longues histoires qu'on peut avoir avec nos patientes et les longs suivis. Et vous parlez de cette fréquence donc qui est particulièrement élevée, Mmh. une femme sur 7, une femme sur 8 au cours de sa vie, j'imagine. Quels sont les facteurs qui augmentent ce risque de cancer du Alors, sein chez les femmes? il y a pour déculpabiliser tout le monde, il y a très peu de choses qui sont évitables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs hormonaux, sur lesquels, bon, on n'y peut pas grand-chose, hein. Ça veut dire des premières règles précoces, une ménopause tardive. Heu, L'allaitement long est considéré comme protecteur, mais dans certaines études, ce qui est considéré comme allaitement long, c'est entre 12 à 18 mois, ce qui est pas non plus donné à tout le monde, hein. Donc bon, 1re grossesse tardive dans les études, une première grossesse tardive, c'est après 25 ans. Donc bon, il y a beaucoup de choses, vous voyez, sur lesquelles on peut clairement pas intervenir. Heu, l'alcool intervient très faiblement, c'est surtout les antécédents familiaux qui interviennent assez fortement. En termes de risque relatif, ça veut dire de combien mon risque est augmenté par rapport à quelqu'un qui est exposé. Ça va être essentiellement les antécédents familiaux qui interviennent. Et ce qui ressort par contre de plus en plus, ce qui est assez récent comme mise en évidence, c'est le travail de nuit, qu'augmente de 20-30 le risque de cancer du sein. Donc ça, pour les collègues de nuit, c'est important. Alors, je dis c'est important, mais pour l'instant,
Heu, je ne sais pas tellement comment faut manager ce risque. Ça veut dire, je sais enfin, pour autant, on va pas proposer des mammos, tous les ans ou des IRM mammaires à des, femmes qui travaillent la nuit. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le travail de nuit augmente un petit peu malgré tout le risque de cancer du sein, ça c'est assez bien sorti. D'accord, et sur les autres facteurs que vous évoquez, sur lesquels on n'a pas forcément, de marge de manœuvre, en revanche, ces facteurs vont être pris en compte dans les stratégies, de Tout dépistage personnalisé qu'on tout à fait. évoquait, un petit peu plus tôt. Tout à fait et puis après au-delà de ça, c'est, des recommandations très générales qui sont valables pour tous les cancers, de d'alimentation équilibrée, d'activité physique régulière et de l'absence de tabac et une consommation d'alcool raisonnée ou Qui raisonnable. ne feront de mal à personne. Heu, Pascal Dientsegger, bon, on l'a évoqué rapidement, mais on va approfondir, ce point. On sait que le cancer, du sein marque particulièrement les patientes, atteintes de la maladie, et vient alors la question d'accepter les changements, qu'il génère. Comment on peut, aider, accompagner ces patientes à mieux accepter, ces changements? Je dirais que c'est la communication. Comme le disait, Marie-Noëlle Gambert tout à l'heure, hein, la communication est un facteur clé dans la prise en charge des personnes atteintes de cancer, comme dans tout type de maladie d'ailleurs, hein. C'est un vrai tsunami, qui tombe sur la tête, hein. C'est un diagnostic qui est très lourd à entendre. Maintenant, on peut les accompagner, je suis pas sûre qu'on les aide à accepter. Je suis pas sûre qu'on accepte, qu'une femme accepte, de ne plus avoir de sein ou d'en avoir qu'un sur 2. Je suis pas sûre qu'une femme accepte de perdre ses cheveux. Je suis pas sûre qu'elle accepte tous les effets indésirables qui peuvent être liés, au type de traitement et au parcours, que ça implique, hein, dans la prise en charge thérapeutique, donc de l'administration des traitements, qu'ils soient, administrés à l'hôpital ou en ville, hein. Donc je dirais que le thème accepter, il est un peu fort, hein. En tout cas accompagner, et je pense, un des rôles, majeurs des infirmiers en cancérologie, pour, aider ces femmes, hein, qui sont atteintes dans leur féminité, qui sont atteintes dans leur chair, hein. Donc il faut, voilà, accepter quelque chose. Je pense que c'est compliqué et c'est pas gagné. Eh bien, je comprends. J'avais indiqué aider les patientes à Ouais, accepter. J'aurais dû dire aller vers l'acceptation sans pour autant, non, c'est pas grave. effectivement. Et en France, les infirmiers sont souvent, des infirmières à 85 environ. Est-ce que, cette proximité de genre peut aider aussi dans les rapports, infirmières-patientes, justement sur, les effets, secondaires, et les conséquences, du cancer? Ah ça quelque part, ça peut aider, mais parce que, on peut-être qu'on peut, s'identifier. Après, il faut faire attention à pas s'identifier trop fort non plus, heu, pour rester soignant et pas, et aidant. Hem, je dirais que ouais, peut-être que oui, peut-être que non, hein. Après, on accepte, une majorité des femmes peuvent aller voir des gynécologues hommes et ça les gêne pas. Donc voilà, c'est un peu la même chose, que pour, heu, pour les infirmiers et les infirmières. Souvent, on est les infirmiers et les infirmières sont un déversoir, pour les patients, que ce soit des hommes ou des femmes. Ils estiment qu'on peut tout entendre. Donc je ne suis pas sûre que ça soit un point, très important pour les patientes. Ce que vous venez d'évoquer fera peut-être, l'objet d'une prochaine matinale. On voit qu'on est encore sur le rôle global, hein, de l'infirmier et l'infirmière, sur la santé, du patient, la santé, Mmh. globale. Toujours quand même sur ces conséquences, générées, par le cancer du sein particulièrement, du coup, ça veut dire qu'on peut aussi passer par un accompagnement, psychologique, ou en tout cas orienter peut-être, vers, un accompagnement psychologique les patientes, qui, auraient le plus de difficultés, à continuer, leur vie post-traitement? Oui, bien sûr, peut y avoir plein d'accompagnements. Tout dépend des besoins, qui auront été exprimés par les patientes. Tout dépend aussi de quelle analyse on va pouvoir en faire. Il y a l'accompagnement social, dont on parlait tout à l'heure. Il y a l'accompagnement aussi, psychologique, bien sûr. Il y a des oncopsychologues, il y a des groupes de parole, il y a des associations de patientes qui sont, aussi, très actives, qui peuvent être très aidantes. Encore faut-il que les femmes aient envie d'y aller. Et puis, il y a aussi tout ce qui est lié à l'esthétique.
parce que, bien sûr, il y a une très forte modification de l'image corporelle qui est plus ou moins bien vécue, qui peut être reconstruite ou pas. Ça dépend vraiment du type de cancer et de l'âge de la personne. Enfin, il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, de son envie aussi, hein, quelque part. Est-ce qu'on a envie, de repasser dans un bloc chirurgical pour se faire reconstruire? C'est une intervention supplémentaire, hein. Mais il y a aussi, pendant la maladie, il y a bien sûr la perte des cheveux ou autres effets qui peuvent être, induits par des thérapeutiques comme des modifications des ongles, par exemple, de la peau. Voilà, tout ça, ça s'accompagne. On a, aujourd'hui des oncoesthéticiennes, qui sont, spécialisées aussi dans l'image corporelle et le suivi de ces patientes pour les aider à vivre cette, modification d'image, qui est, de toute manière toujours stigmatisée dans la société, hein. On va se retourner sur une femme qui n'a plus de cheveux, même si, certaines l'utilisent comme un accessoire de mode que de ne plus avoir de cheveux. Ça reste quand même assez rare et on va se retourner facilement dans la rue parce que ou alors avoir un certain mouvement, pas de recul, mais d'étonnement, sur le fait qu'il y ait pas de cheveux, que la personne soit plus pâle que les autres ou ce genre de choses, hein. Et donc je pense que ça s'accompagne avec la communication, avec les différents professionnels, qui existent aujourd'hui et qui peuvent, aider à ça. Et c'est pendant le cancer, mais c'est certainement aussi, après. Alors moi, je trouve qu'on galvaude un peu aujourd'hui, l'idée de l'après-cancer. Comme le disait Benjamin Verret tout à l'heure, on est quand même dans une forme de chronicisation. Est-ce qu'on est guéri? Est-ce qu'on n'est pas guéri? En tout cas, il reste des cicatrices à l'intérieur, c'est sûr, en plus de celles qui sont extérieures. Et vous évoquiez les associations de patientes qui vous font remonter, j'imagine aussi ce que vous venez de nous présenter comme conséquences et les difficultés que peut causer la maladie. Et est-ce que ces associations de patientes vous aident aussi à évoluer, vous, dans votre pratique, dans votre approche de la prise en charge globale? Je dirais qu'aujourd'hui, oui, on prend beaucoup plus en considération ce que peuvent dire les patients. D'ailleurs, ils sont intégrés dans de nombreux comités décisionnaires, et c'est ce qui est aussi préconisé dans la stratégie nationale contre le cancer, là, qui a été évoquée par Sophie Beaupère tout à l'heure, c'est d'intégrer encore plus les patients dans la compréhension et les prises de décision. Donc oui, les associations de patientes qui sont très actives, principalement dans le cancer du sein, aussi parce qu'il y a bien sûr, beaucoup de «guérison» entre guillemets, et c'est ça qui aide, c'est, comprendre le vécu pendant, et pour aussi aider sur l'après. Et le vécu pendant, j'ai parlé de l'image corporelle, mais il y a aussi toutes les difficultés sociales ou, et financières, puisqu'il y a il y a des femmes qui perdent leur emploi, il y a des femmes qui peuvent pas retourner, derrière travailler, quel que soit le type de stigmatisation ou quelles qu'en soient les causes. Donc, c'est aussi, aider les gens aider les femmes, et les personnes atteintes de cancer à obtenir un prêt, par exemple, hein. Toutes ces choses-là, sont beaucoup plus entendues aujourd'hui parce qu'elles ont été, criées par les patients. Il ne faut pas oublier que les plans cancer, sont venus, pour un petit peu d'histoire, suite aux états généraux des patients qu'avait organisé la Ligue, au siècle dernier, 1980, je ne sais plus, 17 ou 18, quelque chose comme ça. Et c'était vraiment les patients qui se sont exprimés sur leurs difficultés pendant la maladie, après la maladie, parce qu'il y a stigmatisation, de cette maladie qui est mortelle. Voilà, quand on entend dans la rue, quelqu'un qui parle de cancer, ça fait peur, hein, parce que c'est une maladie mortelle, hein. Donc ça Je fait peur aux banquiers aussi, hein. je voulais compléter ce que disait Pascal, parce que c'est vrai qu'il y a des associations pardon, qui parlent pas d'après-cancer, mais de rétablissement. Je trouve que c'est une expression Ouais. qui est assez illustrative de la période, on va dire, post-soins. Et puis, faire un focus sur ce que Pascal a évoqué qui concerne justement le retour au travail. Parce qu'effectivement, on a eu des résultats dans le cadre de l'étude Canto qui a été tout à l'heure évoquée sur justement les discriminations au travail. Il y a un quart des femmes qui relatent des discriminations au travail après leur cancer du sein, qui concernent perte de responsabilité ou de refus d'augmentation, par exemple, suite à leur maladie.
Et ce qu'on voit aussi, ça c'est l'INCa qui avait mis ça en avant, il n'y a qu'un quart, là encore, des femmes qui demandent un temps partiel thérapeutique après leur cancer du sein. Alors, par méconnaissance, hein, sans doute aussi de tous ces dispositifs, c'est pour ça qu'il faut l'accompagnement qui a été évoqué, qui est finalement pas que psychologique, mais aussi tout simplement social, où on explique bien aux personnes quels sont leurs droits et les possibilités qu'elles ont. Et c'est vrai que le temps partiel thérapeutique, il est important parce que quand on regarde après sur 5 ans, on voit que le temps partiel thérapeutique, il va permettre davantage aux personnes qui le prennent de rester dans l'emploi, et que sinon, il y en a un certain nombre qui cessent de travailler. Donc, je pense que c'est effectivement un point aussi qui est majeur dans cette période de rétablissement. D'accord, donc on comprend finalement que c'est pas un temps partiel de confort, mais un temps partiel qui permet de mieux traverser cette période particulièrement difficile du traitement. Là, parce qu'on parle du temps partiel thérapeutique au moment du traitement. Alors je C'est sais ça. que voilà, on va pas parler de guérison ni de rétablissement, ou en tout cas on va mettre des guillemets à ces termes, mais là c'est dans la phase active de traitement. Tout à fait. Très bien. Euh, Merci pour ces précisions. Marie Noël Gombert, est-ce que vous, en tant qu'infirmière de coordination en cancérologie, vous intervenez aussi sur la phase post-traitement que viennent d'évoquer Pascal Guérin-Ségère et Sophie Beaupère? Malheureusement, pas assez. On essaye de préparer les patientes effectivement à l'après, quand le traitement se termine. Maintenant, c'est vrai que ça reste pour nous une lacune. On est, je crois, pas suffisamment armés en professionnels pour pouvoir le faire, mais en tout cas, on essaye en tout cas d'anticiper, parce que je crois que aussi ces métiers de coordination sont aussi là pour ça, pour essayer d'anticiper au maximum et les besoins que l'on pourrait voir apparaître au décours des parcours, mais aussi quand le traitement s'arrête, parce qu'effectivement, le traitement s'arrête, mais la vie ne reprend pas pour autant comme elle était avant. Et ça, c'est très important de pouvoir préparer les femmes, justement, ces patientes-là à ça, parce que ce sont des femmes malades, mais ce sont des femmes qui ont un emploi, ce sont des femmes souvent qui sont en couple, qui ont des enfants, et pour autant, la vie ne s'arrête pas. Et c'est aussi tout au long de ce parcours d'essayer de prendre soin d'elles dans la maladie, mais aussi dans leur vie au quotidien, parce qu'effectivement, après, il y a une... Si les choses sont bien engagées, évidemment, comme on l'a dit, pour beaucoup, c'est ça, c'est comment elles vont pouvoir réintégrer une vie qui sera la plus normale possible, mais il y aura sûrement derrière, effectivement, nous, enfin, en tout cas avec nos collègues assistantes sociales, on les invite beaucoup à se rapprocher de leur employeur pour pouvoir voir quelles sont leurs possibilités, enfin les possibilités de reprise au travail, dans quelles conditions, et ça c'est important parce que après ces traitements qui sont lourds, douloureux, mutilants, il faut aussi leur laisser le temps de revenir après dans un monde professionnel qui est pas, voilà, qui est ce qu'il est, on le connaît. Est-ce qu'il est, on comprendra le sous-entendu. Du coup, vous nous avez présenté tout à l'heure vos missions en tant qu'infirmière de coordination pour les patients et les patientes atteintes de cancer. Est-ce qu'il y a des spécificités dans l'approche que vous devez déployer pour les patientes atteintes de cancer du sein en tant qu'infirmière de coordination? Tout à l'heure, Madame Delissinger a déjà dit beaucoup. C'est vrai que je m'y retrouve beaucoup dans tout ce qu'elle a évoqué. C'est vrai que on est tout au long. Alors moi, je suis en oncologie médicale, donc c'est vrai qu'elles peuvent déjà avoir eu un parcours, soit en chirurgie déjà. Mais en tout cas, nous, quand on s'inscrit ensuite en oncologie médicale dans le parcours, qui soit de la chimiothérapie adjuvante ou des traitements néoadjuvants, ça va être pour un temps plus ou moins long. Et le but, effectivement, comme vous le disiez à juste titre tout à l'heure, c'est pas de leur faire accepter ce qui va se passer, mais c'est de leur donner les moyens pour qu'elles puissent au moins s'adapter à une temporalité qui est complètement différente.
entre leur temporalité et celle du monde du soin, c'est complètement différent. Il faut arriver à faire en sorte que tout le monde puisse s'adapter et faire en sorte que ça se déroule le mieux. Donc évidemment, tout au long de ce parcours, ça sera, pour ma part en tout cas, de pouvoir essayer de les rencontrer soit physiquement à chaque venue à l'hôpital dans le cadre des soins, de pouvoir les rencontrer, de refaire un entretien avec elles pour de nouveau réévaluer leur situation, où est-ce qu'elles en sont dans leur parcours, voir si au décours de ces parcours, il émerge des besoins qui n'étaient pas là jusqu'à leur présent. Ça peut être effectivement de l'ordre des suivis des traitements, mais avec des effets indésirables, des choses comme ça, des symptômes qui pourraient apparaître, mais ça peut être aussi, comme on le disait tout à l'heure, au niveau tout simplement pour les femmes de perte de revenus en lien avec les arrêts de travail, ou problème de garde d'enfants pour les venues aussi au moment des soins. Il y a tout un tas de choses aussi dont il faut tenir compte. On leur donne beaucoup d'informations au tout début de la prise en charge qu'elles intègrent dans le cadre de leur temporalité, comme j'ai dit tout à l'heure, à leur rythme. Et donc, il faut sans arrêt aussi pouvoir être à leur disposition pour reformuler, pour les réinformer, pour leur redonner. C'est ça, on comprend vraiment que vous jouez un rôle de référente, en fait, pour ces patientes atteintes de cancer du sein. Voilà. On essaye d'être, moi, ce que j'appelle un espèce de fil conducteur, un espèce de repère tout au long de leur parcours, pour que, en tout cas, quand soit on les voit physiquement ou comme ensuite, pour la plupart du temps, vu que les temps de soins à l'hôpital sont de plus en plus courts, la place de l'ambulatoire est importante, c'est de pouvoir leur laisser des coordonnées téléphoniques. Elles savent à qui elles vont s'adresser, elles savent qu'on répondra, qu'on cherchera la réponse si je ne l'ai pas, et qu'on essaiera ensemble d'avancer ensemble dans leur parcours. Je pense que ça, c'est ce côté-là, ce lien qu'on essaye de tisser avec elles, qui peut, en tout cas, je pense, soutenir certains parcours de soins qui peuvent être compliqués, et notamment, et aussi en continuant ce maillage et ce lien avec les libéraux qui les prennent en charge. Le rôle de l'infirmière libérale, du médecin traitant est primordial dans ces prises en charge, bien entendu, et de pouvoir aussi leur donner l'information quasi en temps réel permet aussi cette adaptation, et aussi d'éviter ces ruptures ou ces pertes d'informations qui feraient que d'un seul coup des rendez-vous ne seraient pas honorés ou des venues ne seraient pas honorées. Voilà. Je pense que c'est tout comme on disait tout à l'heure, ce maillage qui fait qu'effectivement les patientes se sentent au cœur de leur prise en charge, et tout en étant entendues, écoutées et on l'espère soutenues autant que possible dans ce qu'elles évoquent, avec comme on a dit tout à l'heure, toutes les pertes qu'elles doivent affronter au fur et à mesure de leur parcours de soins. On l'a dit, toutes les mutilations, les pertes de cheveux, les ongles, il y a beaucoup de choses. On a, nous, la chance ici de pouvoir, effectivement, moi je travaille évidemment ici en articulation avec toute l'équipe des soins oncologiques de support, qui sont évidemment, sans ça, je ne pourrais pas faire grand-chose. Donc l'oncologue, évidemment, tous les soins oncologiques de support, et on essaye chacun de se mobiliser, de se réunir autour de situations aussi qui peuvent être plus complexes, pour pouvoir échanger sur peut-être des actions, des interventions, de mutualiser un peu nos compétences et nos expériences pour essayer de permettre toujours un meilleur offre, en tout cas une adaptation aux soins, parce que tout à l'heure vous parliez des primo-arrivants, c'est vrai que des fois on a tendance, et c'est très bien, on a des technologies médicales de soins qui sont formidables, et vous parliez des innovations, effectivement, et c'est effectivement ce qu'il faut développer, mais c'est pas toujours adaptable, ou en tout cas il faut qu'aussi le monde du soin s'adapte à la situation du patient quand les conditions d'hébergement, par exemple, ne sont pas requises pour une patiente. Il faut aussi en tenir compte. Est-ce qu'il faut mettre des cathéters comme des PICC-line chez des patientes, par exemple, qui sont dans des squats? Est-ce qu'il faut, il faut aussi avoir toute cette attention-là pour ne pas non plus se retrouver avec des technologies qui sont très importantes, qu'il faut soutenir, mais dont il faut aussi avoir à l'esprit le reste de la situation du patient, pour ne pas être finalement peut-être un peu délétère par moment, sans en avoir l'intention, mais qui peut par contre se retrouver, l'accès aux soins, l'accès à la couverture sociale n'est pas l'accès à une mutuelle aussi, c'est pas quelque chose qui est
de nos jours aussi prégnant que ça chez la plupart de nos patients. Et donc, il faut aussi avoir cette vigilance-là pour pas non plus que la maladie, qui est déjà un poids, qui vient tout écraser, tout fracasser, et que le poids des traitements et les conséquences du traitement ne viennent pas continuer à écraser encore plus le patient dans son parcours de soins, quoi, qu'il pourrait y avoir encore d'autres ruptures de soins, d'autres ruptures de prise en charge. Vous avez tout à fait raison de le rappeler, Marie-Noëlle Gombert. C'est pourquoi on a évoqué effectivement ces progrès thérapeutiques, ces progrès en matière de dépistage, mais on avait également à cœur d'évoquer tout ce volet de continuité dans la prise en charge, de prise en charge globale des patientes auxquelles les infirmiers et les infirmières prennent pleinement part dans l'accompagnement des patientes atteintes du cancer. Donc, je voudrais juste rappeler, si je peux me permettre, juste rajouter que nos collègues des infirmières libérales notamment sont vraiment, pour ma part, en tout cas dans mon activité, vraiment la pierre angulaire avec le médecin traitant, bien entendu, mais elles sont vraiment au cœur des situations au domicile et c'est vraiment elles qui peuvent nous guider. Il faut vraiment qu'on continue vraiment et qu'on ne s'appuie pas assez sur elles pour les mettre vraiment en première ligne de la prise en charge aussi des patients, parce qu'elles connaissent excessivement bien leurs patients et elles peuvent largement nous guider aussi dans nos actions et en essayant d'anticiper aussi des actions qu'il faudrait mettre en place rapidement. Voilà, je m'excuse, mais je voulais aussi... Mais ne vous excusez pas, puisque c'est moi qui vais vous remercier d'accompagner ma transition. Nous avions justement évoqué le lien ville-hôpital, à croire que vous lisez dans nos pensées. Je me tourne vers Sophie Beaupère, puisque les établissements d'Unicancer participent à un dispositif qui a pour objectif de renforcer cette coordination ville-hôpital. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de coordination ville-hôpital. Après, je pense qu'il faut arriver à le rendre concret et ce n'est pas toujours si simple que ça pour plein de raisons. Je pense que, déjà, il faut se connaître. Il faut aussi que les professionnels libéraux soient formés. Et puis, il faut, je dirais, vaincre des effets qui sont, par exemple, les sujets financiers. Il faut pouvoir inciter chacun à participer à ce travail de coordination. Donc, ça fait pas mal, vous voyez, de prérequis à lever en première intention. Et alors, c'est vrai qu'il y a eu ces dispositifs qui ont été mis en place au niveau national en 2018 de ce qu'on appelle les articles 51, des projets qui ont été sélectionnés au niveau national, une sélection extrêmement complexe, il faut bien dire, qui a duré environ 18 mois. Pour des projets donc à titre expérimental, vous évoquez. À titre expérimental, c'est ça, qui vise à financer au forfait, en fait, des parcours ville-hôpital. Et ce forfait est global et rétribue, si vous voulez, pour partie l'action faite par un établissement de santé, qui va être une action qui va intervenir au début du traitement et puis aussi de coordination. Et pour partie, en fait, les différents professionnels de ville qui s'impliquent tout au long du parcours, médecins généralistes, les infirmières libérales ou les pharmaciens de ville. Donc, c'est des dispositifs expérimentaux et on va évaluer dans 2 ans si ces parcours ont permis d'atteindre les résultats à la fois en matière de qualité de prise en charge pour les patients, de amélioration de l'observance des traitements, diminution des effets indésirables, mais également les résultats médico-économiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on a réussi finalement à générer des économies pour la sécurité sociale en diminuant le temps d'hospitalisation. Donc, c'est vrai que c'est intéressant comme dispositif, à condition que vraiment l'expérimentation soit vraiment suivie d'effets et qu'on puisse après généraliser cela. Et un dispositif qui est coordonné par Unicancer concerne les chimiothérapies orales à domicile. Et il y a 45 établissements qui sont concernés, publics, privés, CLCC. Et il y a un gros travail qui a été fait avec les URPS notamment, hein, et qui permet d'embarquer notamment les pharmaciens de ville, ce qui est important effectivement pour la thématique chimio orale. Et il y a un rôle majeur joué par les infirmières de coordination
sur ce sujet, évidemment. Et pour les patients, donc on est sur des bénéfices en termes de confort de prise en charge, prise en Oui. charge peut-être moins lourde qu'une prise en charge hospitalière classique? Bah, confort parce qu'effectivement, on peut rester, chez soi, économie, de transport et aussi diminution de la fatigue liée au transport, pour les patients qui habitent, loin, des centres, experts. Ouais, tout à fait. D'accord. Je crois que ce dispositif, donc à titre expérimental, dont vous appelez de vos voeux une forme de généralisation, en tout cas au moins partielle, s'appelle OncoLink, c'est bien cela? Oui, c'est ça, c'est le terme, l'acronyme qui a été, donné. Ouais, Oncolink et puis, effectivement, en généralisation, si les résultats effectivement, sont là, notamment en termes de qualité de vie, des patients, parce qu'il y a évidemment tout un volet, évaluation, par les patients, de leur parcours et de leur traitement et donc il faudra voir les résultats très clairement, oui. Bon, on observera cela avec attention. Pascal Dielenseger, vous aussi, vous observez des évolutions dans les relations entre professionnels du soin, dans l'accompagnement des patients atteints du cancer et du cancer du sein ces Je dernières dirais qu'au années? fu bon, je dirais qu'au fur et à mesure, quand on a une meilleure communication, ça marche mieux, entre les différents acteurs, hein. Il faut se parler et se reconnaître, hein. Se reconnaître dans nos rôles, se reconnaître dans nos missions et du coup, c'est peut-être un peu plus simple, hein. Et puis, on a eu le développement, de différents métiers, comme celui de Marie-Noëlle Gombert, les infirmières de coordination, et puis maintenant les infirmières de pratique avancée. Il y a quand même, voilà, des différents types de rôles qui peuvent aujourd'hui améliorer la prise en charge des personnes atteintes de cancer. Et c'est ça qui est bénéfique, en tout cas pour les patients. J'espère. C'est bien l'objectif, en Ouais. tout cas. Docteur Benjamin Véré, même question sur cette thématique des coopérations entre professionnels de soins. Vous évoquiez tout à l'heure les innovations thérapeutiques, les nouveaux traitements, et je crois qu'à Gustave Roussy, vous avez voilà, une pratique qui consiste à effectivement utiliser ces nouveaux traitements dès l'autorisation de mise sur le marché, en tout cas très tôt dans le processus. Est-ce que ça va avoir un impact dans les relations que peuvent avoir les professionnels de l'accompagnement des patientes atteintes du cancer? Heu, Le alors fait oui, d'utiliser des nouveaux traitements. Oui. oui, oui, alors tout à fait. Alors déjà, c'est vrai que souvent on commence à apprendre à manier les nouveaux traitements dès le stade d'essais cliniques, parce que les essais cliniques sont ouverts, et on a la chance d'avoir des infirmiers et infirmières de recherche clinique qui sont du coup en première ligne, parce qu'ils voient même les patients avant nous en consultation pour répertorier les effets secondaires. Donc ils vont savoir même avant nous quels sont les effets secondaires. Et je m'amuse souvent à dire que Madame Deneuve, qui est notre infirmière de recherche clinique au comité de pathologie mammaire, elle forme les internes au début de semestre sur les nouvelles molécules parce qu'elle les connaît très bien. Ça fait 5 ans qu'elle les a vues. Mais ce qui est vrai. Et donc on a cette chance-là. Après, on a également, même dans le cadre de l'innovation, mais même au-delà, de la coordination avec de la médecine de ville, avec de l'HAD, avec des infirmières libérales. C'est même en toute honnêteté avec les 2 dernières années qui se sont écoulées très complexes vis-à-vis de la crise Covid, ça a été essentiel puisqu'on a pu, reporter tout un tas d'activités, d'hôpital de jour au domicile et ça a pu se faire grâce à un travail de collaboration et grâce à des soignants, en ville qui connaissent excessivement bien aussi l'oncologie, parfois parce que c'est des anciens de la maison, heu, qui, Ça peut aider. et ce qui est toujours très, très sympa aussi d'avoir des nouvelles. Mais voilà, c'est essentiel et on va dire que la compétence en oncologie, elle est, essentielle à l'hôpital, mais elle est essentielle en dehors, mais elle est peut-être même encore plus essentielle en dehors finalement, sur des soins complexes, sur des traitements, qui se font de plus en plus au domicile, même des chimios, même des thérapies ciblées au domicile. Le trastuzumab que je citais maintenant se fait beaucoup en voie sous-cutanée, donc c'est parti au domicile, et également sur des pansements complexes, dans des contextes, voilà, c'est essentiel, effectivement. On ne pourrait pas fonctionner Donc, sans ça. concernant ce virage ambulatoire en cancérologie, en oncologie, les professionnels de santé en ville et notamment les infirmiers vont jouer un rôle de sécurisation parfois, parce qu'effectivement, on n'est plus dans l'enceinte entre guillemets sécurisante de l'hôpital, on évolue dans la manière de prendre en charge les patients. Il faut pouvoir s'appuyer sur des professionnels de santé
compétent, aux connaissances cliniques fortes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Enfin, de plus en plus, les patients restent à la maison, font leur traitement à la maison. C'est une bonne chose, c'est quelque chose qu'il faut encourager, c'est quelque chose qui améliore la qualité de vie, qui simplifie globalement la prise en charge pour les patients. À l'inverse, du côté médical, bah, ça fait qu'on est un peu loin. On n'a pas forcément de regard sur le patient. On se dit, bah, tiens, ça va être rattrapé en hôpital de jour, etc. Donc, au- au-delà de la coordination, l'avantage d'un réseau de soins bien étoffé au domicile, c'est surtout que ça fait un lien facile avec l'hôpital, avec des alertes qui peuvent être faites facilement, des collègues en ville, mais qui peuvent nous solliciter simplement par téléphone ou par mail. C'est vraiment ça, c'est plus la facilité du lien euh, qui est à mon sens essentiel dans ces prises en charge en ambulatoire et via ces professionnels à la maison. D'accord, merci beaucoup. Marie-Noëlle Gombert, on a évoqué votre rôle de coordination. Il y a d'autres infirmiers qui interviennent aussi en oncologie. On pense aux infirmiers en pratique avancée. Est-ce que vous travaillez avec des infirmiers de pratique avancée? Comment vous voyez l'essor de cette fonction en oncologie, en cancérologie? Alors, pour notre part, sur le CHU, effectivement, il y a eu des infirmières de pratique avancée qui sont là, sorties de l'école, on va dire, qui sont nouvellement diplômées et donc qui ont pris leur poste, mais alors qui exercent pour certaines en oncologie, mais pas en oncologie médicale, on n'en a pas encore, donc je ne m'articule pas encore avec elles. Je pense qu'effectivement, ça va être dans les années à venir, effectivement, un nouveau professionnel avec lequel je m'articulerai. Après, je pense qu'aussi, on est sur deux fonctions, sur deux rôles probablement différents. En tout cas, il faudra voir aussi comment les équipes médicales voudront aussi voir nos fonctions. L'infirmière de pratique avancée, elle va pouvoir suivre un nombre de patients qui sont soit avec des chroniques, entre guillemets, avec des traitements qui sont plus ou moins bien supportés, enfin, ce que j'en ai compris en tout cas. Nous, on est vraiment sur des choses différentes, hein, sur un accompagnement différent. On n'a déjà pas la même formation, ça d'une part. Et puis, on va être plus sur effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, cette coordination, ce lien, ce tissage de liens, ce maillage, ce réseau avec la ville, qu'elles auront aussi par ailleurs, mais elles seront vraiment dans un suivi aussi plus symptomatique médicalement parlant que nous. Donc pour l'instant, on n'en a pas encore, j'en ai pas encore dans mon équipe, mais j'espère que oui, que ça arrivera. Je pense qu'on peut s'articuler et on peut travailler ensemble largement. Sur le CHU, je crois qu'elles sont maintenant 6, je crois, donc nouvellement diplômées, donc il faut aussi qu'elles trouvent le temps, qu'elles s'articulent déjà dans leur nouvelle mission. Mais oui, ce sera... Nous, pour rappel, cette fonction de coordination, c'est pas un métier, c'est une fonction qui avait été implantée en lien avec les plans cancer 2 et 3 et soutenue et qui avait été voulu comme valorisée par les expérimentations du plan cancer 2 et plan cancer 3, qui, si je ne m'abuse, la deuxième expérimentation qui est justement était sur la plus-value médico-économique, le potentiel de cette fonction de coordination. En tout cas, moi, je ne pense pas qu'il y ait encore les résultats publiés. Donc, que deviendra aussi cette fonction de coordination, je ne sais pas. Dans quelle mesure elle évoluera, je ne sais pas. À ce jour, on reste très soutenu par notre hiérarchie et par le CHU, hein, notamment, il n'y a pas de souci. Mais après, on verra quid de l'évolution. De la suite, même si on est certain de la valeur ajoutée de vos fonctions pour la prise en charge des patients. Je n'en doute pas. Je pense qu'il y a des retours positifs en ce sens, que ce soit des patients ou des professionnels de ville, hein, même en intra-hospitalier. Après, je pense qu'on est soutenu effectivement par le CHU qui a été un des premiers, enfin qui a été dans la première expérimentation. Donc ils y voyaient forcément un intérêt. Maintenant, après, il faut voir cela. L'avenir nous le dira.
Tout à fait. En tout cas, on voit bien à travers ces différentes interventions que les infirmiers prennent une part très active dans la prise en charge des patients, aussi bien à l'hôpital qu'en ville, en coordination, en pratique avancée. Et puis, on l'a vu plus tôt aussi sur la prévention du dépistage. Le dernier thème qu'on souhaitait aborder a déjà été en partie justement abordé avec Pascal Dillenseiger et Sophie Beaupère, c'est l'après-cancer, vous l'avez dit, on parle de guérison, mais avec des guillemets, parce qu'on est sur une chronicisation de la maladie. Docteur Verret, je voulais quand même vous interroger, quels sont les risques de récidive du cancer et quel suivi est proposé en général aux femmes ayant été atteintes d'un cancer du sein? Alors, le risque de récidive, il va être variable selon le sous-type de cancer du sein, tout un tas de caractéristiques d'agressivité, l'invasion ganglionnaire, tout un tas de choses. Donc, c'est à titre individuel qu'on essaye de l'évaluer finalement et qu'on pose les indications de nos traitements complémentaires d'ailleurs. Après, ce qui n'est pas toujours facile à accepter de la part des patientes, c'est qu'en termes de suivi, toutes les études qui ont essayé d'évaluer un peu des scanners réguliers, comme on peut le faire dans d'autres types de cancers qui ont été opérés, n'ont pas démontré d'intérêt particulier. Ça veut dire essayer à tout prix de diagnostiquer une rechute métastatique très tôt, avant que les symptômes apparaissent. Ça n'a pas démontré quelque chose de bénéfique. Donc, les recommandations des sociétés savantes, mais également des autorités de santé, c'est une surveillance clinique tous les 6 mois et une mammographie annuelle parce que le risque de second cancer étant un peu plus important lorsqu'on en a déjà fait un, on rapproche le suivi de mammographie. Donc ça se limite à 2 consultations par an et une mammographie par an. Alors, ce qui m'amène à aborder finalement un des points de vulnérabilité, enfin un des moments, une des périodes de vulnérabilité dans la prise en charge des patients d'un cancer du sein, c'est finalement pas tellement l'annonce, pas tellement la chimiothérapie lorsqu'on en fait, pas tellement les rayons parce que finalement les patientes vont être assez contenues par tous les soignants qu'elles vont rencontrer. Toutes les semaines, elles vont voir quelqu'un. En radiothérapie, tous les jours, on va voir un manip radio. Pas forcément un médecin, mais en tout cas, on voit des soignants. Et le grand vide et parfois où ça se passe moins bien sur le plan psychologique et où il faut savoir intervenir, c'est plutôt lorsqu'on leur lâche la grappe et qu'on passe dans cette phase de surveillance où on dit bah, rendez-vous dans 6 mois. C'est finalement là un des points de vulnérabilité où les collègues de ville peuvent effectivement être aussi assez utiles pour pointer des détresses ou des choses qui ne se passeraient pas bien. Pascal Dillenseiger, vous souhaitez peut-être rebondir sur les propos du docteur Verret relatifs à l'après-cancer et à cette phase où on est peut-être moins pris en charge, ou en tout cas la prise en charge est, et heureusement aussi, hein, moins intense que durant le traitement. Est-ce qu'un retour à la vie normale est possible? Oui, il y a pas heureusement que le retour à la vie normale est possible. C'est un peu, quand même, un des objectifs majeurs de ce qu'on fait, au quotidien, mais il n'est pas forcément, facile, hein. Je dirais que ça dépend des femmes. Moi, j'ai, ça m'est arrivé d'entendre de la part de certains patients, pas obligatoirement, atteints de cancer du sein, hein, mais, aussi d'autres cancers, de se retrouver abandonnés, hein. Parce qu'il y avait plus de structure, plus la structure, dont parlait Benjamin Verret il y a un instant, autour, qui contient, qui surveille, qui aide, voilà, qui se sentait du coup abandonnée, livrée à elle-même et quand ils n'ont pas pris, le mi-temps thérapeutique dont parlait Sophie Beaupère, tout à l'heure, le retour à la vie, professionnelle n'est pas obligatoirement facile. Déjà, il n'est pas obligatoirement voulu par les employeurs, ça c'est une première chose, hein, parce que c'est dangereux d'avoir un employé qui risque de s'arrêter. Ça, on le connaît, on le connaît bien. Ça coûte de l'argent aux employeurs et ils n'en ont pas envie. Mais derrière, voilà, il y a quand même des femmes qui souhaitent continuer à travailler pendant, qui veulent retourner au travail après. Et c'est ça qui est important. Mais cet abandon du système sanitaire est parfois lourdement vécu par les patientes. Ouais. Merci Sophie Beaupère. Peut-être un dernier mot sur cette thématique de l'après-cancer et peut-être le lien avec le monde du travail que vous évoquiez tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut agir sur tous les pans et sur tous les pans de la société finalement, sur une dynamique de santé globale.
Oui, c'est vrai qu'on parle aujourd'hui beaucoup de santé globale, mais la santé globale, c'est quoi? C'est s'intéresser aux interactions entre l'état de santé, l'environnement au sens large et finalement les problématiques sociales. Donc effectivement, parler d'après-cancer ou de rétablissement, c'est effectivement un bon exemple de ces interactions. Peut-être élargir pas seulement au cancer du sein. C'est vrai que je crois que de mémoire, 15 des cancers sont des seconds cancers, par exemple. Je pense que c'est un chiffre qui est assez frappant et aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à la prévention, aussi, des séquelles des traitements et il y a beaucoup de programmes qui sont initiés d'ailleurs par les équipes, médicales et paramédicales sur ces sujets-là et qui vont être là encore, soutenus dans le cadre de la stratégie décennale, de cancérologie. Donc on peut se réjouir que ces sujets-là soient, soient vraiment, soutenus, aujourd'hui par les pouvoirs publics. Je pense que c'est effectivement très, très important, oui. Très bien, merci beaucoup et merci à tous pour votre intervention, votre participation à cette matinale de l'Ordre des infirmiers. Merci Sophie Beaupère, déléguée générale d'Unicancer. Merci Pascal Dielen-Ségère, infirmière à l'Institut Gustave Roussy et présidente de l'AFIC, l'Association française des infirmiers en cancérologie, de cancérologie, pardon. Merci également docteur Benjamin Véret, présent dans les locaux de l'Ordre ce matin, oncologue à l'Institut Gustave Roussy. Et merci Marie-Noëlle Gombert, infirmière de coordination en oncologie médicale à l'hôpital Saint-André, qui est rattachée au CHU de Bordeaux. Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers, c'est à vous que revient le mot de la fin et la conclusion de cette matinale. Merci Adrien d'avoir animé cette matinale. Merci à tous nos intervenants parce que d'abord d'être rendu disponible ici, d'être rendu disponible à distance, d'avoir consacré ce temps où finalement c'est très ambitieux de me dire le mot de la fin et de la conclusion parce que chaque année on fait une matinale sur Octobre Rose. C'est un problème qu'on n'arrive pas à résoudre, mais est-ce qu'on va réussir cette bataille, cette lutte contre le cancer? Je n'en suis pas persuadé, mais en tout cas, on voit cette année encore que finalement, ce qui préside à une bonne prise en charge et une prise en charge efficace du patient, c'est cette interprofessionnalité qui se joue. Sophie qui pousse sur des textes de loi, qui obtiennent des financements, des crédits et qui œuvre pour la recherche, finalement qui donne les moyens aux médecins qui est à ma droite de faire en sorte d'ajuster les traitements, de faire de la recherche. Et puis finalement, l'infirmier, dans toutes ses dimensions, qu'il soit infirmier libéral, qu'il soit infirmier dans un centre pour le cancer, qu'il soit infirmier ARC, qui est quand même pas très répandu malgré tout, parce que c'est une spécificité un peu des centres pour le cancer ou des instituts INSERM. Les infirmiers aussi de coordination, comme on a vu à Bordeaux, ou les IPA qui sont en cours de déploiement. Finalement, tout ça concourt à ce qu'il n'y ait pas d'angle mort dans la prise en charge. Et on voit que ça apporte un soutien quotidien et renforcé aux femmes qui subissent, et on a vu le nombre qui est très important, qui subissent ce cancer. Donc on voit bien le rôle pivot, mais aussi cette interprofessionnalité qui est complètement nécessaire et qui concourt finalement à une excellente prise en charge, une prise en charge d'excellence, même on peut dire en France, parce que au travers des chiffres qui nous ont été apportés aujourd'hui, de toutes ces informations, et ça a été vraiment d'un haut niveau aujourd'hui de voir que finalement on a raison de se battre et qu'il faut se mobiliser, que ça soit à la fois pour la prévention, mais à la fois pour le traitement. Et puis un sujet qu'on avait rarement abordé jusqu'à présent, c'est le retour à la vie finalement, où il faut toujours avoir ce point d'attention, cette bienveillance qui finalement, quand on passe d'un milieu très contenant comme l'hôpital, on va vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, le retour à la vraie vie. Et là, finalement, tout ce que peut-être on n'a pas pu ou on n'a pas osé exprimer pendant tout le temps de sa prise en charge, on se retrouve seul face à soi-même avec toutes ces problématiques qui ont été très bien décrites. Bon, moi, bien entendu, je suis là pour faire un peu de corporatisme, n'en déplaise au docteur, et de rappeler quand même, on l'a bien vu, c'est une chaîne et c'est super important que tout le monde soit présent là, mais quand même de rappeler le rôle pivot des infirmiers qui sont quand même un des acteurs clés de cette prise en charge. On a vu la dimension aussi qui avait été très peu annoncée, mais par l'infirmière de coordination, quelque chose sur tout l'angle du médico-social,
où on voit bien que ça aussi, pour éviter l'échappement thérapeutique, pour permettre de ne pas avoir de trous dans la raquette et de pallier à des problèmes de remplissage de frigo. Quelquefois, on peut aller jusque-là. Ce rôle pivot de l'infirmier, parce qu'il est le dernier quasiment professionnel, et sur des sujets aussi pointus que ça, le dernier professionnel se rendra à domicile et à finalement connaître le patient dans toutes ses dimensions et pouvoir alerter le médecin, pouvoir alerter les services sociaux, pouvoir envisager une prise en charge globale et sereine tout au long de ce long parcours de vie. Voilà, moi je ne vais pas en dire plus, c'était très ambitieux de me dire de faire une conclusion, parce que l'année prochaine on se retrouvera ici, certainement, mais moi je voudrais encore une fois remercier tous les intervenants, tous les orateurs et puis tous ceux qui nous ont suivis. On va mettre en lien tous les acronymes que Sophie a utilisés, le docteur aussi, parce que c'est super important, et peut-être que les infirmières, j'ai dit qui sont très nombreuses dans notre profession, qui sont aussi des femmes, seront intéressées et pourront aller grossir les rangs de ces cohortes de façon à faire progresser la recherche. On a bien vu que, ça a été dit initialement, les data vont être un facteur clé aussi d'une meilleure prise en charge dans l'avenir. Donc je n'en dirai pas plus. En tout cas, merci encore pour tous les intervenants, pour tous les gens qui nous ont regardés, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine matinale.